Si les 6 prochains mois se passent comme prévu, l'Ukraine est sur le point de gagner la guerre contre la Russie. C'était la prédiction audacieuse faite par le général de brigade Andriy Biletsky, fondateur du bataillon Azov et commandant du 3e corps d'armée ukrainien, lorsqu'il s'est entretenu avec Reuters quelques jours seulement avant la sortie de cet épisode. S'exprimant depuis un lieu tenu secret dans un bunker profondément enfoui sous terre dans la région de Kharkiv, Biletsky a exposé son calendrier comme suit, je le cite, « Je crois que les 6 à 9 prochains mois seront un tournant. Plus précisément, je pense que les 6 prochains mois sont les plus critiques. » Fin de citation. Si pendant cette période, les forces ukrainiennes parviennent à progresser sur le champ de bataille, à réaliser des avancées stratégiques significatives et surtout à tenir la ligne face aux troupes russes, alors la Russie pourrait finir par faire des concessions à la table des négociations, et peut-être même avant la fin de l'année. En 2022, il était presque impensable que l'Ukraine atteigne une position de négociation permettant à la Russie d'accepter une trêve durable. À l'été 2026, il est clair que les chances de l'Ukraine sont meilleures que jamais. Les gains territoriaux russes ont presque complètement ralenti et, mois après mois, Moscou a vu plus de ses soldats mourir sur les lignes de front qu'elle ne peut en recruter pour les remplacer. L'Ukraine domine désormais la guerre des drones comme jamais auparavant. Des signaux d'alerte rouge apparaissent dans l'économie russe et le cercle rapproché de Vladimir Poutine semble déjà avoir perdu foi en lui. Comme l'Ukraine le sait, cette guerre n'est pas finie et bien des choses peuvent encore mal tourner. Si l'Ukraine maintient sa trajectoire, la paix pourrait devenir possible. Selon le général Biletsky, Kiev a besoin de 6 mois clés pour changer le cours de l'histoire. Alors commencez le compte à rebours. 6 mois pour sauver l'Ukraine. Le mercredi 3 juin devait être un grand jour pour Vladimir Poutine. Il a fait un rare déplacement hors de son bunker et a visité la ville où il est né, la belle ville historique de Saint-Pétersbourg. Il ne voyageait pas simplement pour se remémorer le passé ou pour boire de la vodka avec ses amis d'enfance. Au contraire, il se déplaçait pour affaires, à l'occasion de la journée d'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cet événement est depuis longtemps décrit comme la version russe de Davos, la station alpine suisse où les dirigeants mondiaux et les élites économiques se réunissent chaque année pour le Forum économique mondial. Les chefs d'État occidentaux, absents depuis l'invasion russe de l'Ukraine, n'étaient pas présents, mais Poutine attendait des personnalités importantes, comme les présidents de l'Ouzbékistan et de la Tanzanie, le ministre de l'énergie d'Arabie Saoudite, et même le vice-président de la Chine, Han Zheng. Cette année, Poutine avait même réussi à obtenir la présence de plusieurs Américains, qui se situent à différents niveaux sur l'échelle des enfoirés odieux et malveillants, allant de petits influenceurs à l'extrémité la plus basse jusqu'à Andrew et Tristan Tate eux-mêmes, à l'extrémité la plus extrême de l'échelle. Que se passe-t-il ? C'est le crossover dont personne n'avait besoin. Alors que les participants arrivaient à la conférence, une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus de la ville. Volant à basse altitude au-dessus de la mer Baltique, puis suffisamment près de la ligne d'horizon de la ville pour que les participants à la conférence puissent les filmer, des drones et missiles ukrainiens se sont abattus sur le principal terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, ainsi que sur une base navale sur une île voisine, et sur ce que le gouverneur de la ville a décrit comme plusieurs autres cibles d'infrastructures. L'aéroport principal a fermé près de 5 heures, pendant que les participants à la conférence prenaient des photos avec les traînées de fumée en arrière-plan. Curieusement, sans doute pour sauver la face, les sirènes d'alerte aérienne russes ne se sont jamais déclenchées. Mais si Poutine et ses alliés pensaient que les drones dévieraient, ils se sont trompés. La Russie, comme d'habitude, a promis une réponse systématique, ce qui constituait une menace crédible moins de 48 heures après qu'une vague de 656 drones et 73 missiles ait tué au moins 23 personnes dans plusieurs villes ukrainiennes. Mais tout comme cette frappe massive et d'autres du même genre n'ont absolument pas réussi à dissuader les attaques de drones ukrainiens, il est peu probable qu'une riposte pour Saint-Pétersbourg accomplisse quoi que ce soit de plus. Les conditions ayant permis à l'Ukraine de frapper Saint-Pétersbourg lors d'une des journées clés pour Vladimir Poutine cette année sont aussi celles qui ont permis au général Biletsky d'annoncer son délai de 6 mois. Mais avant d'entrer dans les détails de ce que les 6 prochains mois pourraient en réserver, nous devons comprendre un peu mieux la prédiction de Biletsky. Biletsky et d'autres dirigeants ukrainiens, y compris ceux qui ont depuis repris ses propos, ne soutiennent pas qu'après les 6 prochains mois, l'Ukraine marchera d'une manière ou d'une autre sur Moscou, ni qu'elle est à seulement 6 mois de reprendre les territoires que la Russie occupe depuis 2014 comme l'isthme de Crimée ou les villes de Donetsk et Louhansk. Ces 6 mois correspondent au temps estimé par l'Ukraine pour amener la Russie à négocier la paix selon des conditions favorables à Kiev. Pour citer à nouveau Biletsky, nous devons définir les axes d'amélioration, prendre des points stratégiques, puis négocier avec les Russes en position de force sur une trêve stable. D'un point de vue militaire, c'est réaliste.
Maintenant, le chef de cabinet du président ukrainien, ancien commando de terrain, Karylov Boudanov, a utilisé le même mot en référence à un cessez-le-feu hivernal. Réaliste. Au cœur de l'évaluation de Bilecki se trouve le fait inévitable que quelque chose dans l'offensive russe s'est effondré. Depuis 2023, la guerre en Ukraine est restée globalement stable, comme l'a expliqué le chercheur Jack Watling dans un récent article pour Foreign Affairs. L'invasion à grande échelle de la Russie a suivi un rythme prévisible d'offensives estivales et hivernales, avec une baisse des attaques entre les deux, pendant que les unités russes se relayaient et se regroupaient. Fin de citation. Même si la Russie est entrée en 2026 semblant attendre une offensive de printemps et d'été comme d'habitude, l'Ukraine a réussi à inverser la tendance. Ce changement s'explique en partie par les avancées majeures à Kyiv où de nouvelles technologies de drones et de missiles, notamment les modèles Bumblebee et Hornet, ont transformé le champ de bataille. Insensibles au brouillage russe et très autonomes si besoin, les drones Hornet ont dévasté l'armée russe à moyenne portée. À une distance allant de 25 à 250 km du front, l'Ukraine a attaqué sans relâche les dépôts de ravitaillement, les zones de rassemblement, les stocks d'armes et, littéralement, tout ce qui bouge, semant un chaos si total que la Russie n'arrive pas à s'organiser et à mener correctement une offensive. Au lieu de cela, les soldats russes se retrouvent de plus en plus pris au dépourvu, parfois littéralement, lorsqu'ils sont laissés exposés, isolés et extrêmement vulnérables, même lorsque leur propre commandant les force à tenter d'avancer. La campagne de portée moyenne de l'Ukraine a également conduit à la dévastation de l'autoroute, qui part de la frontière russe, traverse des parties de l'Ukraine occupée et mène finalement à la Crimée, où pratiquement toutes les infrastructures pétrolières en surface ont désormais été détruites. La pénurie de carburant est telle que la plupart des civils ne peuvent plus utiliser leur voiture. Bien que la Russie souhaite peut-être envoyer de l'aide via le pont du détroit de Kertch, qui relie directement la Crimée à la Russie, le pont a subi des dommages sous-marins si importants à cause d'attaques répétées de drones marins qu'il n'est plus sûr pour les trains de le traverser. Sans même parler de la campagne de frappe à longue portée de l'Ukraine qui a dévasté les raffineries russes, les infrastructures russes de stockage de carburant et le complexe militaro-industriel russe. Ces frappes visent les sites de production de drones, de missiles et des centres spécialisés, fabriquant des pièces que la Russie ne peut produire ailleurs. Nous n'avons pas non plus pris en compte la domination des drones aériens ukrainiens plus près des lignes de front, où les avancées rapides de la technologie ukrainienne ont dépassé ce que la Russie est capable d'égaler. De plus, dans une guerre où la plus grande faiblesse de l'Ukraine a toujours été son manque de main-d'œuvre, Kyiv a introduit des drones terrestres sans pilote à grande échelle, les utilisant pour ravitailler et soutenir les troupes dans des trous de combat, ou en y fixant des mitrailleuses et en les laissant capturer eux-mêmes du territoire. Avec les drones assumant une part aussi importante du fardeau des combats, les troupes ukrainiennes sont bien plus en sécurité qu'auparavant. Et la diminution du besoin de soldats sur les lignes de front a permis à certains soldats ukrainiens de se reposer et de récupérer. Les tactiques de l'Ukraine évoluent. Après quelques mois d'essais sur les portions plus calmes et plus méridionales de la ligne de front, Kyiv a commencé à réintroduire des systèmes d'artillerie et même des unités mécanisées dans certaines circonstances, après des années où ces systèmes étaient des cibles faciles pour les drones des deux camps. Mais l'avantage technologique croissant de l'Ukraine n'est que la moitié de la bataille, car Kyiv a été énormément aidé par le fait que la Russie commence à s'effondrer. La Russie subit des pertes inédites de soldats près des champs de bataille avant la ligne de front. Et bien que le Kremlin ait pu recruter suffisamment de soldats pour reconstituer ses forces pendant des années, la situation s'est récemment complètement inversée. Mois après mois en 2026, la Russie a perdu plus de soldats qu'elle ne peut en recruter, même alors que le bassin de recrutement restant du pays commence à s'amenuiser. La Russie manque particulièrement des types d'unités qui aideraient à stabiliser la ligne de front. Les opérateurs de drones, recrutés et formés en petit nombre, ont été nombreux à être ciblés et tués, contraints d'utiliser des drones bon marché et inefficaces imposés par le nouveau commandant de la force de drones, un homme sans aucune expérience du combat qui cherche manifestement à donner à son entreprise de drones une position de monopole. En fait, le problème est si grave que les unités russes en dehors de la force de drones ont reçu l'ordre d'abandonner leurs drones, se privant ainsi de l'un des seuls atouts qui ont permis aux Russes de survivre. Sur le front intérieur, la campagne soutenue de drones longue portée de l'Ukraine a paralysé l'industrie militaire, contribué à l'aggravation des pénuries de carburant et amené les citoyens russes à ressentir les effets de la guerre d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Même les instruments de l'État russe commencent à refléter ce qui se passe, une démonstration de mécontentement impensable il y a un an. Les instituts de sondage d'État admettent la chute rapide du soutien à Vladimir Poutine, tandis que des analystes militaires et des économistes publient des tribunes suggérant ou affirmant qu'il est temps de mettre fin à la guerre. Ce n'est pas le genre de choses que les intellectuels russes peuvent se permettre de dire, à moins que la situation ne devienne vraiment grave. Selon des rapports internes, l'élite russe partage ce sentiment.
Un oligarque anonyme, cité par The Guardian en mai, exprime une grande déception envers Vladimir Poutine et craint une catastrophe imminente. Fin de citation. Les dirigeants ukrainiens pensent que les conditions sont idéales pour que Kiev entame des percées. Ils ont aussi admis, selon le général de brigade Biletsky, que cette fenêtre ne restera pas ouverte longtemps. Cette guerre a été un échange constant entre les camps russes et ukrainiens. Un camp fait rapidement des améliorations et bénéficie d'un élan temporaire, mais l'autre finit par rattraper et l'élan se stabilise ou s'inverse. Dans le pire des cas, 6 mois, c'est à peu près le temps dont la Russie pourrait avoir besoin si Vladimir Poutine et ses alliés se ressaisissaient immédiatement et commençaient à trouver des moyens de contrecarrer les récents succès de l'Ukraine. Même dans un scénario favorable, dans 6 mois avec l'hiver, les avancées seront plus difficiles et l'Ukraine devra subir des mois d'attaques contre ses infrastructures énergétiques civiles. Donc ces 6 prochains mois représentent la période critique. Si l'Ukraine veut atteindre la ligne d'arrivée, cela doit se produire maintenant. Nous allons discuter dans un instant de ce que l'Ukraine pourrait faire de ces 6 mois, mais d'abord une courte pause pour présenter notre nouveau site réservé aux abonnés. Frontstocko est notre plateforme pour partager des histoires que nous n'avons pas la place de traiter ici comme il faut sur la chaîne principale, où nous pouvons aller plus en profondeur et être encore plus pointus que sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et jusqu'à 2 podcasts sur les conflits et histoires géopolitiques qui vous importent le plus. Notre couverture porte souvent sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais aussi sur l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions. Sans oublier les conflits mineurs souvent ignorés par le reste du monde. Cette semaine, nous avons publié un épisode exclusif d'analyse approfondie, offrant un regard détaillé sur la façon dont la Corée du Nord perçoit le reste du monde. Près d'1h30 dédiée à la vision unique de Pyongyang sur le monde, disponible uniquement ici. L'abonnement à Front coûte 5 $ par mois ou 50 par an. Rendez-vous sur front.co. Et maintenant, on reprend. Comment apprivoiser l'ours ? En ce moment, à Kiev, le compte à rebours a déjà commencé. Environ 180 jours pour briser définitivement l'offensive russe. Avant cela, l'Ukraine devra accomplir 3 tâches clés. Infliger des revers stratégiques significatifs à la Russie sur le champ de bataille, paralyser les capacités russes qui lui permettraient de se stabiliser malgré les revers et, sans doute le plus important, convaincre Vladimir Poutine que la guerre est perdue. La perception de Poutine compte vraiment ici. Il est entouré de personnes terrifiées à l'idée de lui annoncer de mauvaises nouvelles, sachant qu'elles peuvent s'enrichir en lui annonçant d'abord de bonnes nouvelles, puis en se positionnant au bon endroit. Pour détourner les fonds que Poutine alloue à ce qu'il croit être une nouvelle offensive. Selon des sources proches du Kremlin, Poutine croit toujours que la Russie est en bonne voie pour s'emparer du reste de la région du Donbass, et étant donné ce que cela pourrait coûter à une personne d'être celle qui confronte Poutine à la réalité, l'Ukraine ne peut pas compter sur l'idée que Poutine découvrira la vérité par lui-même. Les forces ukrainiennes doivent rendre la vérité inévitable, car si les conseillers de Poutine ont le moindre moyen de le maintenir dans l'ignorance, ils le feront. Quant à la manière dont l'Ukraine pourrait changer la situation, un nombre croissant d'experts militaires tirent la sonnette d'alarme en affirmant qu'une contre-offensive pourrait être à portée de main. Maintenant, même si Kiev parvient à réaliser quelque chose dans ce sens, il ne s'agira pas d'une contre-offensive sur l'ensemble de la ligne de front, ni même d'une reprise territoriale à l'échelle de ce que l'Ukraine a accompli en 2023. Kiev n'a tout simplement pas assez d'effectifs pour y arriver, et même si c'était le cas, le risque resterait trop élevé. Au lieu de cela, si une contre-offensive a lieu, il est probable qu'elle se concentre sur des zones géographiques relativement petites, où l'Ukraine estime pouvoir créer des conditions extrêmement favorables à une victoire. Cela consiste à concentrer de nombreux drones et opérateurs en adoptant des tactiques similaires à celles décrites par Ilya Sekurin, l'architecte de la stratégie offensive de drones ukrainienne, sur cette chaîne. Vous pouvez regarder notre interview avec Ilya sur Warfronts et consulter les nombreux articles qu'il a publiés avec nous sur France.co si vous souhaitez en savoir plus sur à quoi pourraient ressembler les essaims de drones offensifs ukrainiens. À en juger par les récents succès de l'Ukraine à amener des obusiers mobiles, des chars de combat principaux et des véhicules blindés de transport de troupes sur les zones de front, ces moyens seront probablement déployés également comme un véritable multiplicateur de force dans les zones où l'Ukraine contrôle déjà le ciel. Quant aux cibles potentielles, la plus évidente est la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe et un site que la Russie contrôle depuis 2022. Les troupes ukrainiennes semblent se rapprocher à portée de frappe de la centrale, et si elle pouvait être reprise, l'Ukraine priverait la Russie de certains de ses moyens de pression les plus importants. Depuis la prise de contrôle de la centrale, la Russie s'est livrée à une longue mise en scène théâtrale de chantage nucléaire. Si la guerre se termine avec la centrale aux mains des Russes, ce serait un grand avantage pour le secteur énergétique russe et celui de l'Ukraine occupée.
Ailleurs, même si l'Ukraine n'est pas assez proche ni assez forte pour prendre la Crimée, Kiev pourrait tenter de s'en approcher pour montrer sa capacité à menacer l'isthme à l'avenir. Des avancées ukrainiennes dans le Donbass restent possibles, quoique modestes, l'Ukraine progressant légèrement vers Pokrovsk. Au nord, l'Ukraine pourrait chercher à épuiser la Russie près de Soumy, où les Russes ont récemment pris plusieurs villages abandonnés que l'Ukraine n'a pas vraiment défendus, sans doute pour renforcer l'impression d'avancée russe continue. Cependant, cette avancée a peut-être laissé ses troupes trop étirées. Il y a aussi la campagne de frappe à longue portée de l'Ukraine. Des drones ukrainiens se sont écrasés sur Saint-Pétersbourg pendant un événement international alors que Poutine se trouvait dans la ville, montrant que les défenses aériennes russes ne parviennent plus à empêcher l'Ukraine de frapper des cibles importantes. L'Ukraine pourrait alors choisir d'augmenter le volume de ses frappes plutôt que leur portée. Des chaînes de production d'armes à longue portée plus performantes sont entrées en service régulièrement ces derniers mois. Les récentes frappes ukrainiennes montrent une volonté accrue de concentrer drones et missiles sur des cibles précises, plutôt que de les disperser pour éviter les défenses aériennes. Cela signifie que l'Ukraine devra fabriquer et acheter ses armes en plus grand nombre, mais à cet égard l'aide de l'Europe est déjà en route. Récemment, l'Union européenne a débloqué une enveloppe de 90 milliards d'euros sur 2 ans, dont les 2 tiers seront consacrés aux capacités militaires. L'Ukraine a effectivement d'autres priorités lorsqu'il s'agit de décider comment allouer ses fonds. Mais si Kiev croit vraiment qu'elle n'est qu'à quelques mois de la victoire, alors le potentiel était évident. Investissez ces fonds dans l'achat maximal d'armes à longue portée, pour que la récente campagne de frappe ukrainienne sur les infrastructures pétrolières russes paraisse insignifiante. Encore une fois, il est essentiel de se rappeler que les objectifs de l'Ukraine ne seraient pas de vaincre totalement la Russie, mais de forcer la Russie à adopter une position de négociation aussi favorable que possible pour l'Ukraine. Plusieurs dirigeants ukrainiens, dont le président Zelensky, ont réaffirmé ce principe ces derniers jours. L'objectif principal est de faire venir Poutine à la table des négociations, puis de s'assurer que la Russie accepte un cessez-le-feu inconditionnel, voire fasse des concessions pour mettre fin à la guerre. Lors des précédentes séries de discussions qui ne pouvaient guère être qualifiées de négociations, Poutine et ses alliés ont fait obstruction, exigeant que l'Ukraine abandonne des territoires qu'elle n'a même pas perdus et ont tenté d'imposer toute une série de concessions à Kiev. Mais si l'Ukraine parvient à accomplir ce qu'elle pense être possible au cours des 6 prochains mois, alors l'espoir ultime est que ces rôles puissent être inversés. L'Ukraine pourrait exiger des garanties de sécurité renforcées, des mesures de dissuasion contre de futures agressions russes ou des assurances que sa voie vers l'OTAN et l'Union européenne ne sera pas entravée. Idéalement, l'Ukraine serait capable de convaincre la Russie qu'il n'y a tout simplement aucune possibilité pour la Russie d'obtenir davantage de territoire par le biais de négociations, au-delà de ce qui serait finalement convenu comme ligne de contact concrète. Il existe une faible chance que l'Ukraine négocie la restitution d'une partie du territoire perdu, même si cela paraît peu probable avec cette direction russe. Les dirigeants ukrainiens semblent penser que les 6 prochains mois seront décisifs pour entamer de vraies négociations. Désormais, tout le monde connaît cette information, ce qui signifie que l'Ukraine, la Russie et le monde entier agiront avec un calendrier plus clair. L'Ukraine n'est pas tenue de négocier avec la Russie dans 6 mois. Cela pourrait continuer parce que cette prochaine phase de la guerre ne se déroule pas comme prévu, ou parce que cette phase se passe si bien que Kiev veut profiter de son avantage. Mais la Russie essaiera de tenir bon. Les soldats ukrainiens attendront de rentrer chez eux, tandis que l'Europe et les États-Unis voudront revenir à la normale. L'Ukraine a fixé des attentes claires quant au moment et à la manière dont cette guerre pourrait se terminer, et il était maintenant d'une importance capitale que l'Ukraine honore sa part de l'accord. Merci d'avoir regardé.